sujet suivant, comment est-ce qu'on peut maximiser la performance de notre réseau avec l'aide du manuel opératoire, la façon qui soit le plus efficace possible. Je vais vous partager un ensemble de bonnes pratiques sur l'heure qui va suivre. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, à m'interrompre, soit en levant la main, mais encore mieux en écrivant directement dans l'onglet pour pouvoir échanger, afin que je puisse traiter vos questions au fur et à mesure. Et Andrea, du coup, si tu peux me signaler quand il y a des questions, si jamais je ne les vois pas. Merci. Oui, pas de souci. Merci beaucoup, Andrea. Est-ce que tu veux faire une intro avant que je commence ? Non, pas forcément, je te laisse faire. Ok, très bien. Donc moi, je m'appelle Mélissa, je suis la fondatrice de SkillLead, une boîte que j'ai créée il y a 3-4 ans maintenant. Et c'est une boîte avec laquelle on est spécialisé dans l'accompagnement des réseaux vers le succès. On le fait de 3 façons. D'abord dans la création ou l'optimisation du manuel opératoire, donc tout ce qui va toucher au savoir-faire. Deuxièmement, dans la création ou l'optimisation de votre formation d'intégration en miroir du manuel opératoire. Et enfin, on vous met à disposition des responsables ou des directeurs formation à temps partagé selon vos besoins. Donc, ça peut être une demi-journée par semaine, 2 jours par semaine ou par mois. Ce qui va nous différencier sur le marché, c'est que d'abord, on est les seuls aujourd'hui en France à proposer un accompagnement spécialisé sur la création du manuel opératoire. Deuxièmement, on va attacher une très grande importance à tout ce qui est méthode, organisation de l'information et enfin à la simplicité du contenu, au fait qu'il soit le plus opérationnel possible pour permettre à votre réseau d'intégrer sur un temps réduit un maximum de votre savoir-faire. Voilà pour la présentation. On va commencer par traiter de la première question qui est de pourquoi optimiser son manuel opératoire. Aujourd'hui, il y a 6 grandes étapes quand on va parler de franchise. Évidemment, il faut avoir un concept qui soit éprouvé avec un modèle économique qui soit bon pour pouvoir se développer en réseau. Une fois que ça c'est décidé, il va y avoir tous les enjeux de structuration au niveau opérationnel, au niveau financier, au niveau RH. Ensuite, on va arriver effectivement à la partie qui va nous intéresser, c'est la normalisation du savoir-faire. Identifier le savoir-faire et pouvoir l'organiser, le hiérarchiser pour le transmettre le plus efficacement possible à notre réseau. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir recruter et ensuite former les personnes qu'on a recrutées. C'est là aussi où on va intervenir. Et évidemment, ensuite, on va aller chercher de la croissance. Et par la croissance, on va aussi sous-entendre le fait d'améliorer de façon continue notre savoir-faire en termes de méthode et en termes de normalisation, puis en termes de formation. Pour parler de manuel opératoire, il faut d'abord parler des risques qu'on encourt. C'est vraiment un point clé que de correctement le construire et de tout mettre à disposition du franchisé. D'ailleurs, c'est une obligation que vous avez. Et dans le cas où le manuel opératoire est inefficace dans le sens où il est incomplet ou dans le sens où les informations que vous donnez sont difficiles d'accès, difficilement compréhensibles et du coup difficilement applicables, ça va amener différents risques. Premièrement, on risque une incohérence dans l'expérience client. Plus vous allez augmenter le nombre de vos franchises et donc de vos franchisés, plus si le manuel opératoire est mal renseigné, le savoir-faire est mal renseigné, on risque de créer son propre savoir-faire en tant que franchisé. Vous risquez donc ensuite potentiellement de perdre des clients, avoir une baisse de la valeur du réseau, de la perte financière, une perte de contrôle, une dégradation aussi de la relation entre le franchisé et le franchiseur, puisque c'est une des promesses que vous leur faites, qu'ils puissent être accompagnés dans leur développement en tant qu'entrepreneur au sein d'une franchise. On peut rencontrer des difficultés opérationnelles, des difficultés en termes de crédibilité, de compétitivité et surtout des risques aussi juridiques que vous encourez. Donc pour toutes ces raisons-là que vous maîtrisez, il est important d'optimiser son manuel opératoire pour que, on soit en règle, mais surtout on soit efficace, on tienne notre promesse d'efficacité auprès du réseau pour qu'il puisse aller se développer et chercher un maximum de croissance possible, dans un temps forcément réduit dès qu'ils sont recrutés.
Évidemment, une fois qu'on a mis en place un manuel opératoire, ça va nous permettre de maintenir des normes de qualité, de partager les évolutions aussi de l'entreprise, de faciliter la vente de votre réseau de franchise si un jour c'est ce vers quoi vous voulez tendre, ou de faire entrer des investisseurs au capital. Garantir la cohérence de l'expérience client, simplifier votre expansion, protéger votre marque, réduire vos risques et vos litiges évidemment, mais surtout faciliter l'intégration et l'apprentissage de l'ensemble de vos franchisés et puis de leurs équipes. Donc là, je vais vous développer ce qu'il faut inclure dans votre manuel opératoire. Alors, il est bon d'adapter ce qu'on va inclure en fonction de votre secteur d'activité. Il va y avoir quelques points qui vont changer. Mais globalement, il faut qu'on puisse y retrouver, à titre d'introduction, une présentation de votre franchise sur son histoire, sa mission, ses projections en termes de développement, une vue d'ensemble aussi de votre structure organisationnelle, c'est-à-dire qu'au niveau des ressources humaines, comment on s'organise au niveau du siège et comment est-ce qu'on doit aussi s'organiser au niveau franchisé, sur quel profil je dois avoir au niveau franchisé, etc. Deuxièmement, la partie ressources humaines. Qui je dois recruter comme profil en tant que franchisé, comment est-ce que je vais les recruter, donc par quelle voie, comment est-ce que je vais leur faire passer les différentes étapes jusqu'à les valider en interne, et puis ensuite évidemment toute ma politique de gestion de personnel, des procédures, des salaires, etc. Tout ce qui va être image et marque de l'entreprise, donc là on va s'attacher vraiment au branding et avec toutes les instructions en termes de communication que vos franchisés doivent suivre pour réussir. On va avoir également un chapitre qui est lié au marketing et à la publicité, qui a deux vocations. La première, c'est d'informer au niveau national des efforts que vous faites en termes de franchiseur, en tant que franchiseur, puisque c'est une de vos promesses. Mais aussi et surtout de pouvoir les orienter sur ce qu'ils peuvent réaliser au niveau local pour booster leur notoriété, mais aussi leur acquisition de clients et la fidélisation de ces derniers. On a une partie, et là c'est une très grosse partie, et c'est la plus intéressante, enfin c'est pas la plus intéressante, mais c'est on va dire la partie qui est utilisée tous les jours par vos franchisés, donc il faut particulièrement soigner, c'est tout ce qui est gestion des ventes et des opérations. On va retrouver ici, étape par étape, ce qui est dû tous les jours au sein de votre franchise. Si je prends l'exemple d'une franchise de restauration, comment se passe l'étape d'ouverture de mon restaurant, comment se passe peut-être l'étape qui suit, qui va être l'étape d'hygiène, l'étape d'ouverture de ma caisse, de traitement d'un client, de réalisation des recettes, etc. etc. Donc on décompose toutes ces étapes du quotidien, des opérations et des ventes. Et ensuite, sur chacune des étapes, ce qui va être important de faire, c'est de détailler de façon la plus opérationnelle possible ce qui est dû. Quand je parle d'une recette, comment je fais pour arriver à réaliser la recette telle que vous la faites en tant que franchiseur. Donc ça doit être détaillé, mais je vais pouvoir apporter des choses un peu plus opérationnelles aussi pour que ça aide mon franchisé, comme des vidéos explicatives ou des checklists, des témoignages aussi de franchisés qui ont déjà réalisé ces recettes ou qui sont déjà passés par des difficultés de gestion de logiciels de caisse et qui vont pouvoir en témoigner. Une fois qu'on a réalisé cette partie-là qui est la plus lourde, on va aussi pouvoir traiter un chapitre qui traite de la gestion financière. Donc là, ça va être aider vos franchisés sur tout ce qui va être lié à la budgétisation, la gestion des coûts, des marges, la comptabilité aussi, tout ce qui est flux de trésorerie, enfin tout ce qui va avoir question de financier. Deuxième partie des chapitres qu'il va falloir intégrer, il y a tout ce qui est conformité aux normes de la franchise. Donc, quelles sont les exigences auxquelles vos franchisés doivent se plier, entre guillemets, puisque ce sont les règles. Et également, il faut être assez transparent, mais complètement transparent, sur les processus d'audit. À partir du moment où vous leur avez donné des normes à suivre, de quelle façon et à quelle régularité vous allez vérifier que ces normes sont bien appliquées. Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous faites pour soigner le problème, entre guillemets. Donc là, il faut pouvoir transmettre ça aux franchisés
pour qu'il arrive à arbitrer. Et qu'il sache aussi qu'est-ce qui est une norme qui, si elle n'est pas appliquée, on est vraiment dans le rouge et dans de l'ordre du prioritaire en termes de soins, ou qu'est-ce qui est, entre guillemets, pas à faire, mais qui nécessite moins un caractère d'urgence. On va aussi avoir tout ce qui est rapport et communication. Comment, en tant que franchisé, et qu'est-ce que je dois, de quelle façon et quelles données je dois transmettre à mon franchiseur et à quelle régularité pour qu'on puisse assurer une performance au niveau du réseau. Également, par quel cadeau de communication vous allez pouvoir communiquer entre franchiseur et franchisé et à quelle régularité. On a un chapitre qui va traiter de tout ce qui est la gestion des plaintes et la résolution de conflits. Ça peut être donc des règles qu'on met en place chez le franchisé, des règles qu'on va mettre en place entre le franchiseur et le franchisé également, mais ça peut être aussi vis-à-vis des clients finaux. On va avoir un chapitre qui est lié à tout ce qui est équipement, outils et fournitures. Donc ici, ça va comprendre tous les prestataires avec lesquels on travaille, à quelle régularité, comment on passe des commandes, pour quelle quantité. Est-ce qu'on a peut-être des tarifs, des promotions particulières? Ça, il va falloir l'indiquer. Et puis si on a des logiciels particuliers qu'on va utiliser comme le logiciel de caisse, un logiciel de compta ou peu importe, c'est ici aussi on va le renseigner. Il va falloir créer des tutos pour chacun de ces outils afin que vos franchisés et leurs employés soient les plus autonomes possibles et que le siège en tant que franchiseur se concentre sur former à partir de ce qui a été défini comme savoir-faire, sur votre vision, sur votre développement, et pas sur le fait, entre guillemets, plus on grossit, plus si on l'a mal fait ce travail-là, on va nous tirer la manche un peu de tous les côtés pour pouvoir être aidé au quotidien. Donc c'est ce que va permettre ce manuel opératoire. On a une partie qui traite du glossaire et des références. Là, c'est plus sur si vous avez des termes qui sont spécifiques à votre franchise ou à votre secteur d'activité, ou si vous voulez alors partager des ressources externes qui font foi, on pourra les trouver à cet endroit-là. Et dernier point qui est très important, on a une section qui doit être allouée à toutes les révisions et les mises à jour du playbook. Imaginons que vous ayez modifié votre logiciel de caisse dernièrement et du coup vous avez retourné un certain nombre de tutos explicatifs. C'est ici qu'on le retrouvera, ok? Donc ce qui permet aux franchisés de savoir tout ce qui a pu être modifié ou ajouté et à quelle date. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie de ce qui doit être inclus dans le manuel opératoire ou non? C'est good? Ok. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Cette partie, une fois qu'on a bien identifié les différents chapitres et ce qu'on doit y mettre, il va falloir créer le contenu. Et c'est là où ça se complique un petit peu, c'est qu'en règle générale, la plupart des franchises sont plutôt équipées de PDF. Et ça va créer un certain nombre de difficultés au niveau des franchisés. Premièrement, le PDF ne permet pas d'avoir une version qui est à jour. Donc, vos franchisés peuvent chacun avoir une version qui va différer. C'est très dur d'avoir la dernière version à jour. Deuxièmement, à cause des PDF, on peut avoir des PDF qui se retrouvent dans sur différentes plateformes, sur différents drives. Donc, c'est difficile aussi d'aller chercher le contenu. Troisièmement, on n'y accède pas très facilement sur n'importe quel appareil. C'est également difficile d'aller chercher l'information. Si là, immédiatement, je veux savoir comment fermer ma caisse à la fin de la journée, ça va me prendre du temps que d'aller rechercher le bon document, la bonne information dans le document, etc. Donc ici, en termes de qualité du support, il y a un gros enjeu qui va être de choisir celui qui va permettre à vos franchisés de pouvoir, avoir une version qui est tout le temps à jour. Ça, on est sûr que c'est la dernière version à jour. 2, je peux y accéder depuis n'importe quel appareil. On est sur des franchisés qui sont quand même en situation de mobilité en général, et leurs employés aussi. Donc, il faut que depuis un ordinateur, une tablette, un téléphone, je puisse accéder à mon contenu. Il faut également que mon contenu, lorsque j'ai une question,
il faut que très rapidement et très simplement, j'ai accès à ma réponse. Donc pour ça, il faut un support qui me permette d'avoir une fonction de recherche et en plus de ça, qui permette aussi de très bien hiérarchiser et organiser mon contenu pour qu'en un coup d'œil, en un clic, je puisse accéder à l'information. Voilà pour ce qui est de la qualité du support. Donc ça, c'est un premier choix à faire. Le deuxième grand choix à faire, il va être sur une réflexion que vous devez avoir sur, à chaque fois que vous vous posez la question, est-ce que mon contenu est opérationnel? Est-ce que ce que je suis en train de produire, là, en termes d'écriture de mon savoir-faire, est-ce que je rends ça simple, facile, rapide à comprendre, à intégrer et ensuite à appliquer pour mon franchisé, pardon. On est sur des personnes qui sont sur le terrain tous les jours. Il faut que ce soit rapide, efficace. Donc, posez-vous toujours cette question. Là encore, sur les manuels opératoires où tout est écrit, alors c'est une belle et grande Bible, ok, mais l'opérationnalité du contenu est mauvaise. Ce qu'il vous faut, c'est que pour l'ensemble de votre contenu, votre savoir-faire soit correctement identifié pour que vous le simplifiez un maximum. Ça doit presque être comme des checklists qui doivent appliquer sur chacune des étapes. Que pour chacune de ces étapes, on a aussi des vidéos qui vont venir me démontrer concrètement qu'est-ce qui est dû quand je parle d'accueillir un client. Concrètement, comment je fais. Ça peut être aussi ce que j'appelle des guides opérationnels. C'est-à-dire que pour simplifier le quotidien, je vais pouvoir avoir accès par exemple, à une checklist des 10 choses à ne pas oublier quand j'ouvre ou je ferme ma boutique, par exemple. Les 5 étapes clés de l'accueil d'un client. Ce sont des checklists qui vont pouvoir avoir au quotidien près d'eux, au-delà du manuel opératoire, pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Parce qu'elle est vraiment très importante. Hein. Au-delà d'identifier tout ce que vous transmettre, après, ce qui va vraiment faire la différence entre un bon et un mauvais manuel opératoire, c'est le support que vous choisissez et ensuite le caractère simple opérationnel de votre contenu. Kenza, oui. Oui, bonjour. Enchantée. Donc, Kenza Ayari, je suis coordinatrice commerciale pour Maison 123. Pour resituer brièvement le contexte, donc nous, on est sur du prêt-à-porter. J'avais une question. Donc, vous disiez justement qu'en termes de qualité de support, le PDF n'était pas recommandé parce que justement compliqué de l'ouvrir soit sur un téléphone, soit sur une tablette et compliqué de le retrouver. Mais du coup, est-ce que vous avez des conseils ou des exemples de supports qualitatifs qu'on pourrait justement reprendre pour nous de notre côté et privilégier à défaut du PDF? Absolument, je vais y venir. D'accord. Je vais vous faire une démo qui va être très rapide. Si vous voulez une démo plus approfondie, on prendra rendez-vous pour que je vous montre à quoi ressemble un manuel opératoire de A à Z. Mais je vais déjà vous faire une petite démo de à quoi ça peut ressembler. Et également, je vous parlerai de l'outil que j'utilise pour arriver à cette fin-là. J'ai vu qu'il y avait une autre personne qui levait la main. Est-ce que c'était pour la même question ? Un conseil de logiciel, Rémi, eh bien voilà, Kenza pose la même question, je vais y arriver. Est-ce que vous avez d'autres, peut-être pas pour l'instant, je pense qu'une fois que je vous aurez montré le support, vous en aurez peut-être. Et c'est maintenant. Ok. Alors, attendez, hein, j'arrive, il est là. Okay. Bon, est-ce que vous voyez correctement mon écran? Vous voyez quelque chose qui défile? Oui. Ok, parfait. Donc là, je vais vous montrer, alors je ne vous fais pas une démo complète, mais je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble parce que sinon, c'est difficile pour vous de vous projeter. Ici, vous arrivez dans un manuel opératoire test qui comprend, qui respecte les règles que je viens de vous donner. Donc ici, en tant que franchisé, on arrive sur une page d'accueil qui est accessible depuis n'importe quel appareil. Téléphone, tablette, ordinateur, encore une fois, c'est hyper important.
Deuxième règle à laquelle répond ce manuel opératoire et qui est hyper importante, c'est hiérarchiser et organiser son contenu pour que lorsque je me pose une question, je trouve immédiatement une réponse. Je n'ai pas besoin d'aller demander au siège comment est-ce que je dois me débrouiller. Il y a ici, donc vous le voyez dans l'arborescence entre guillemets qui a été créée sur les chapitres qui vont être traités. Donc on a de cette façon-là. Et vous avez également un bouton recherche qui va vous permettre directement, si moi j'avais besoin immédiatement du logo par exemple, de taper logo et ça va m'identifier où est-ce que le logo est cité dans l'ensemble de mon manuel opératoire et de choisir ce que je souhaite. Pareil sur les ressources humaines, imaginons que j'ai besoin de ma matrice de qualification d'un collaborateur, je peux le retrouver. Donc voilà, donc là vous avez ces règles-là qui sont répondues avec la façon dont c'est hiérarchisé. Ensuite, là, vous rentrez dans une page qui ici est la présentation de la franchise. Ce qui est important de montrer là, c'est ce qu'on peut intégrer en termes de contenu. Oui, il y a du texte, mais il peut aussi avoir une petite vidéo du franchiseur, par exemple, qui va accueillir un nouveau franchisé en lui expliquant un petit peu l'histoire de la franchise, le concept, où est-ce qu'on va, quelles sont les valeurs clés, etc. On peut intégrer évidemment de l'image, on peut intégrer des organigrammes côté franchisé, côté franchiseur, comme je vous l'avais dit. Bon, ça, c'est un petit peu la présentation de base. Une fois que le franchisé l'aura vu, il ne va pas y retourner au quotidien. Par contre, comme je l'ai dit, ce qu'il va traiter au quotidien, c'est sa gestion des opérations. Ça, c'est très clé chez vous. On a deux choses ici importantes. Une vue d'ensemble. Donc là, vous devez définir, moi, dans mon restaurant, j'ai 10 étapes clés, on va dire, dans mon quotidien. Donc, il faut les arrêter. Étape 1, comme je vous ai dit, j'ouvre mon magasin. Ensuite, il y a l'hygiène, il y a la partie recettes, il y a la partie traitement des clients, il y a la partie… bon, bref, chacune des parties doit être bien définie et vous les intégrez en vue d'ensemble. Et ensuite, pour chacune de ces étapes, on va pouvoir rentrer dans la vue détaillée. Imaginons que l'étape A, c'est l'ouverture de mon restaurant. Moi, je suis franchisée. Je veux savoir comment qu'est-ce qu'on traite à cette partie-là. Je clique. Et là, je vais toujours retrouver plusieurs choses. Premièrement, encore une fois, dans un souci de rapidité, on leur donne accès à une table des matières qui, grossièrement, va leur donner tous les titres et les sous-titres de la page. Donc, et ils n'ont plus qu'à cliquer. Ils vont directement à l'information qu'ils souhaitent avoir. On a une introduction sur l'étape à chaque fois. Quels sont les objectifs? Quelles sont les grandes phases? Où est-ce que je me situe dans l'étape? Et un accès à l'étape précédente ou suivante, toujours dans un souci de rapidité, d'efficacité. Ensuite, je vais dérouler toute la méthode à appliquer. Quand tu ouvres ton restaurant, il y a 3 grandes étapes à suivre qui sont A, B, C. Et dans la première sous-étape, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça, etc., etc. Ici, c'est important de passer du temps pour travailler à ce que ce ne soit pas un récit, mais vraiment quelque chose de factuel, opérationnel pour que ça déroule. Deuxièmement, on va retrouver à chaque fois, à chaque étape, une démonstration en vidéo, que ce soit, comme je l'ai dit, pour les recettes, comment est-ce qu'on accueille un client, etc. Il faut démontrer comment on le fait. Plus une étape va être critique, plus vous voyez qu'il y a une étape chez vos franchisés qui fait défaut, beaucoup en général la vente, plus on va multiplier le nombre de démonstrations en vidéo en fonction du nombre de cas qu'on peut rencontrer pour essayer un maximum de leur faciliter la vie sur cette partie-là. Troisième point, on partage les bonnes pratiques des top performeurs du réseau. Ça permet 2 choses. Un, on valorise les meilleurs, donc c'est déjà très bien chez vous. Et puis en plus, ça accrédite vraiment déjà votre thèse, qui est des franchisés qui portent votre voix en disant moi j'ai fait ça et je suis arrivée à tel résultat. Ça m'a fait gagner du temps ou ça m'a fait gagner de l'argent, des clients, de la fidélité. Mais ils peuvent aussi partager leurs petits tips à eux pour réussir à bien faire. Je mets toujours à disposition un guide pratique. Alors, un guide pratique, ça va s'adapter en fonction de votre secteur d'activité et de l'étape qu'on traite. Ici, par exemple, si l'ouverture, on sait il y a souvent des oublis. Je vais pouvoir créer, par exemple, une checklist de l'ouverture parfaite en 10 étapes. Cette checklist, ils pourront la voir sur leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur dans leur quotidien. Parce que
dans la gestion quotidienne, ils ne vont pas non plus être tout le temps sur leur manuel opératoire. Il faut aussi leur donner des outils pratiques qui puissent, entre guillemets, dégainer de leur poche quand ils le souhaitent. C'est le cas de ces guides pratiques, c'est leur vocation. Enfin, on a ce que j'appelle les tutos des outils à utiliser sur chacune des étapes clés. Si on a des outils qu'on doit utiliser, on va détailler avec des tutos ce qui est dû, par étape. Donc ici, quand j'ouvre par exemple mon restaurant, je vais devoir sûrement allumer mon logiciel de caisse, je vais devoir peut-être faire, je sais pas, un traitement fournisseur, etc. Donc je vais montrer par étape, décomposer, comment est-ce que je dois me conduire au niveau de l'outil. Ici, c'est vraiment une étape qui ne doit pas être négligée. Très souvent, les franchisés ne sont quand même pas très à l'aise avec les outils et très vite ne les utilisent pas comme on le souhaiterait au niveau tête de réseau. Donc, il faut y mettre vraiment beaucoup d'efforts et toujours de simplicité pour que toutes les réponses soient dans votre manuel opératoire. Enfin, on finit toujours la page par l'étape à suivre. Donc, si la personne souhaite se rendre à l'étape B, elle a juste à cliquer et à se retrouver. Ici, vous le voyez d'ailleurs en haut. C'est encore une fois, je le répète, mais l'organisation, hiérarchisation du contenu, hyper important. On a la suite des étapes par lesquelles je suis passée. Donc, si je souhaite revenir à une étape antérieure, j'ai juste à cliquer. C'est extrêmement simple. Là, je vous montre un autre point qui est marketing et pub, toujours dans un souci de vous montrer l'importance de décomposer le contenu. Ici, on a 6 sous-chapitres au marketing pour pouvoir bien le marquer. On va traiter l'identité de marque, les stratégies, canaux de marketing, promotion et offre. Le franchisé a juste à s'y rendre et du coup, c'est vraiment très très clair de savoir dans quel chapitre il doit se rendre pour avoir les informations qu'il souhaite. Je vous fais une rapide démo parce que on doit passer à la suite. Si vous voulez en savoir davantage, on pourra y revenir de façon individuelle. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Moi, j'en ai une, Mélissa. Oui. Bonjour. Moi, je suis Philippe Gavania, je suis le DG de Five Pizza Original. On travaille avec vous depuis un certain nombre d'années. Le manuel opératoire existant a été fait au lancement du réseau et est totalement caduc parce qu'il n'a jamais évolué. Donc, on a un projet, je suis en contact avec des gens de Progressium pour le relancer. Ma question, c'est quel est votre rôle dans la co-construction de ce Manop, ouais. En particulier sur la mise à disposition des outils, des supports. On parle de vidéos, qui les fait, qui les tourne, l'écriture des différentes phases. Quel est le rôle de l'interne, quel est le rôle de Progressium ou de tout autre cabinet là-dedans? Alors, il y a 2 formats d'accompagnement. On va dire qu'il y a un format low cost pour les franchises qui se lancent et qui ont un budget qui est limité. Et on va dire qu'il y a un format sur mesure qui existe. Si je parle du format sur mesure qui est le plus abouti, la chose qu'on va faire avec vous, sur mesure et low cost, on commence toujours de la même façon. Dans tous les cas, on doit réaliser un diagnostic qui va nous permettre d'identifier vos contenus, la profondeur de leurs contenus. Est-ce qu'ils sont tous existants? Est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'ils sont quali en termes d'informations sur le savoir-faire? Ensuite, on va diagnostiquer le support que vous utilisez et enfin, votre rapport au côté simplicité, opérationnalité du contenu. Une fois qu'on a fait ça, on peut choisir 2 modes d'accompagnement différents. Sur l'accompagnement sur mesure, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est répondre à des interviews. Nous, on joue le rôle de chef d'orchestre, donc on va identifier chez vous qui sont les bonnes personnes à aller interviewer, qui font foi, qui ont la crédibilité sur les différents chapitres. On va les interviewer, on sait comment aller chercher l'intelligence, entre guillemets. Et ensuite, c'est nous qui faisons tout. Donc on écrit, on met en forme, on tourne les vidéos et vous avez un forfait qui vous est donné pour arriver à un projet qui est terminé à une date donnée. Un forfait, une date de projet terminée, enfin de date de délivrance du projet. Et ensuite, on s'occupe de tout. Donc là, il y a un investissement de votre part qui est minimum, qui est répondre aux interviews. Parfois, on peut réaliser des ateliers avec vous si
si vraiment il y a une partie qui est pas terrible, on va dire, en termes de profondeur du contenu, de la façon dont c'est amené. Mais sinon, on vous demande pas plus, à part forcément de relire les pages et de les valider en fonction de qui est chargé de ça chez vous. Ça, c'est pour cette partie-là sur mesure. Ensuite, on a une autre partie qui est low cost. Donc là, on va réaliser le même diagnostic. En revanche, ensuite, on va vous monter une interface où vous serez guidé sur ce que vous devez réaliser pour arriver au manuel opératoire final à une date qu'on définira ensemble. Mais par contre, vous êtes seul, entre guillemets, sur l'identification de votre savoir-faire, l'écriture, le tournage des vidéos, l'utilisation des outils, le montage des checklists, etc. On vous guide en vous disant comment vous devez les utiliser, quels outils vous devez utiliser, etc. Mais par contre, on ne fait pas. La seule chose que vous avez ici, c'est l'interface pour vous accompagner et également un rendez-vous hebdomadaire quand même pour vous accompagner en termes de conseils et vous dire bon bah là où vous êtes, c'est en gros le travail est très bien fait, il n'y a pas de problème, ou alors attention ici la valeur du contenu n'est pas bonne ou l'opérationnalité n'est pas suffisante, il faut retravailler, etc. Donc vous avez quand même cet accompagnement là, mais qui est minimal, quoi, qui arrive en termes de jugement. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Philippe? Je vais mettre la caméra, c'est mieux. Oui, vous avez répondu à ma question. Je pense que la réponse que vous donnez, elle est intéressante pour les jeunes réseaux qui commencent et qui font le choix de prendre le package complet, qui prend le choix de je suis accompagné et j'écris. Sur un réseau comme le nôtre, avec déjà des équipes en place de façon plus importante, ma vision est que s'il n'y a pas un engagement d'un chef de projet en interne, en l'occurrence même au niveau de la direction générale, la bande passante, la bande disponible des équipes qui sont en charge des différents process, vous aurez beaucoup de mal à aller les choper. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a sans doute un truc un peu intermédiaire, il y a une partie qui est écrite par nous, une partie qui est écrite par vous, et il y a une équipe projet qui doit être mise en place. Donc, la question que je posais là tout à l'heure à quelqu'un de Progression, à Jean-Paul, c'est savoir auprès de qui chez vous on prend attache si on veut bosser avec vous. J'ai plein de noms chez Progressium. Je voudrais savoir qui est la bonne personne à contacter chez Progressium si on veut lancer ce projet-là. Alors, Philippe, moi, je suis une société qui s'appelle Skillit, qui est une société partenaire de Progressium, spécialisée sur la partie manuel opératoire. Pour revenir sur la première chose que vous avez dite, que ce soit sur la partie low cost ou sur la partie sur mesure, il y a toujours un chef de projet en interne chez le client et toujours un owner, un propriétaire du manuel opératoire qui va être défini. Je vais y venir. Sinon, vous l'avez très justement dit, on n'arrivera jamais à bout du projet où le projet ne sera pas suivi après, parce que c'est bien beau d'avoir un manuel opératoire, mais il faut l'implémenter au sein du réseau. Ou alors on arrivera à quelque chose qui n'est pas quali. Donc ça, dans tous les cas, il y a toujours un chef de projet et on vous accompagne sur le fait de l'identifier, de l'onboarder dans ce projet, etc. Pour ce qui est de la bonne personne chez Progressium, Andrea, est-ce que tu peux prendre le contact de Philippe? Philippe, tu vas de Philippe Cavagna, et on se charge de vous recontacter après le call, parce que moi je fais partie d'une société partenaire et on nous mettra en relation. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Je reprends du coup la présentation sur la construction du manuel. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une fois que vous avez pris la décision de créer ou d'optimiser votre manuel opératoire, quelles sont les différentes étapes à conduire. Premièrement, il y a la réalisation du diagnostic. Donc forcément, c'est valable si vous travaillez avec Skillit, mais si vous travaillez en autonomie au sein de votre franchise, c'est pareil. Il va falloir que vous identifiez, est-ce qu'on a bien des informations sur l'ensemble de nos chapitres? Quelle est la profondeur de ce contenu? Est-ce qu'il est sur le bon outil et étayé de la bonne façon au niveau simplicité? Une fois que vous avez fait ce diagnostic-là, il va falloir décider du contenu. Qu'est-ce qu'on met à jour? Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui existe mais qui est un peu insuffisant en termes de méthode? Donc, on va en profiter aussi pour se remettre en question et trouver comment on pourrait mieux faire. Une fois que vous avez fait tout ce travail-là, on passe à l'étape de création du manuel opératoire, c'est-à-dire écriture, tournage des tutos, tournage des vidéos quand il doit y en avoir, et tout ce qui va être outils comme des checklists qui vont pouvoir aider vos équipes au quotidien. Une fois que le manuel opératoire est créé,
il va falloir que vous mettiez à niveau le réseau et que vous adaptiez vos formations aussi d'intégration, puisqu'elles doivent être en miroir exact de ce qu'on va y trouver de ce qu'on va trouver dans votre manuel. Oui, Kenza. Oui, j'avais une question. En ce qui concerne les tutos, vous dites que c'est vous qui vous occupez du tournage, mais en l'occurrence, est-ce que les tournages, vous les réalisez sur le réseau propre de l'enseigne, du coup, ou est-ce que vous réalisez les tutos, je ne sais pas, peut-être que vous avez un studio, vous, de votre côté, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais est-ce que vous vous déplacez dans nos magasins pour vraiment rendre le tuto ultra réaliste, si je puis dire, ou pas du tout? Tout est réalisé comme vous le faites chez vous. Donc, on se déplace dans votre boutique. Si la vidéo doit, imaginons que vous avez un salon de coiffure, on veut montrer comment on accueille le client dans le salon de coiffure. On ira dans un de vos établissements qu'on déterminera ensemble. On peut même le réaliser avec un franchisé ou avec une personne de la succursale pour que ce soit le plus proche de la réalité possible. Ouais, bien sûr. D'accord, ça marche, merci. Sur la partie, donc deuxième partie sur comment on construit efficacement son manuel, donc c'est un petit peu ce qu'avait commencé à introduire Philippe. Qu'on ait l'ambition de construire un manuel opératoire, c'est bien, mais maintenant le gros du sujet, ça va être de comment est-ce qu'on s'organise pour que le manuel opératoire voit le jour de façon qualitative et à une date qu'on a définie et qu'on va respecter. Donc pour ça, on va créer une roadmap du projet à partir du moment où vous avez décidé de votre contenu. Qu'est-ce qui doit être mis à jour? Qu'est-ce qu'on doit retravailler en termes de méthode? Qu'est-ce qu'on doit tourner potentiellement comme vidéo, etc. Vous allez devoir estimer les différentes briques de travail que vous allez avoir et vous dire, OK, moi, je vais travailler pour que le projet soit terminé dans 4 mois, dans 6 mois. Comment est-ce que je répartis les tâches? Ça, c'est une première étape qui est très importante. Ensuite, on va décider du chef de projet. Effectivement, si on travaille ensemble, il y aura un chef de projet Skilled, mais il y aura aussi un chef de projet chez vous, sinon ça ne tient pas. Et ce chef de projet chez vous sera la tête d'orchestre qui aura la responsabilité de définir qui sont les bonnes personnes, à aller chercher pour aller trouver la formation que l'on veut, à mettre aussi du rythme pour que le projet voit le jour comme on l'a décidé, etc. Philippe, durée moyenne observée pour l'écriture du manuel. Alors, ça dépend vraiment ça dépend de la qualité de votre contenu, dans le sens, est-ce qu'aujourd'hui, toutes vos méthodes sont à jour? Est-ce que vous avez à peu près tout et il faut juste mettre un coup de peinture sur le côté opérationnel, ou est-ce qu'il faut tout créer? Moi, je dirais qu'il faut compter entre 4 à 6 mois pour un projet un petit peu conséquent. Voilà. Si vraiment c'est plus une question on retravaille le support et l'opérationnalité, là on pourrait aller sur du 2-3 mois en travaillant bien, mais si on ne veut pas pressuriser les équipes en termes de timing, moi je partirais plutôt sur 4-6 mois. Okay. C'est toujours une question aussi de à combien de temps vos équipes, enfin les personnes, les contributeurs pourront se libérer par semaine, quoi. C'est ça le sujet. Ouais. Et ça, on vous accompagne. Nous, on sait, si vous nous dites un tel à tel poste peut se libérer 2 heures par semaine ou 4 heures ou 6 heures. Après, on sait timer sur du coup combien de temps le projet va devoir couler. Okay. Il faut évidemment définir qui seront les contributeurs. Sur la partie marketing, finance, vente, opérationnel aussi, avec qui je dois travailler, qui fait foi en termes de connaissances. Définir qui va valider le contenu en interne. Donc, en général, il y a une personne, peut-être 2, qui va être responsable de cette partie-là. Qui sera propriétaire? Alors là, c'est un enjeu clé. C'est bien de créer son manuel opératoire, mais après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité de le remettre en question. Que ce soit vous ou vous avec nous, on va créer une première version, mais qui devra être critiquée ensuite, pour essayer d'identifier comment on peut mieux faire pour le rendre plus simple, plus opérationnel, peut-être mettre à jour certaines méthodes qui sont un peu désuètes. Donc cette personne est propriétaire, elle est chargée ensuite de s'en occuper, de le faire vivre aussi auprès du réseau pour qu'il l'utilise correctement et qu'ils aient ce réflexe-là. On doit décider de l'ensemble des tâches à réaliser. Ça, c'est associé à la roadmap. Faire participer le réseau pour que votre manuel opératoire soit accepté, utilisé par le réseau. Il va falloir en amont décider à quelles étapes on va un petit peu l'interroger pour qu'il l'intègre, ils en soient ambassadeurs.
On va teaser aussi l'optimisation du manuel opératoire ou sa création. Donc là, c'est à partir du moment où le projet se décide jusqu'à ce qu'il soit livré, de régulièrement dire au réseau où est-ce qu'on en est. Voilà, c'est quand même un très gros travail qui est entamé. Qu'est-ce que ça va leur permettre d'avoir ou de faire au quotidien, etc., de gagner. Ça, c'est très important. Il faut aussi que vos animateurs réseau, il faut les intégrer dans ce projet pour qu'ils en soient vraiment très ambassadeurs et qu'à chaque fois qu'ils rencontrent les franchisés, ils leur disent qu'il y a un gros projet en cours, que ça va être génial. Ça va vraiment leur permettre d'aller chercher de la performance, de la croissance, de l'autonomie au quotidien. Évidemment, il faut faire vivre le projet jusqu'à la livraison, que ce soit auprès des équipes qui vont contribuer au projet que celles qui seront demain utilisatrices. Et enfin, il faut tester le manuel opératoire, d'abord au niveau de la cellule projet et puis ensuite auprès de quelques franchisés choisis pour qu'ils puissent critiquer, faire le retour, nous dire si oui ou non, ça a vraiment une valeur d'efficacité, de rapidité, puisque c'est les 2 points clés auxquels on souhaite répondre. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce qu'il s'agit des mises à jour? Des mises à jour. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je me permets, enchanté, Rémi, Société Maclem, directeur de réseau. Je voulais savoir si toutefois, une fois que le projet est créé, mis en place et validé, s'il y a des mises à jour sur le manuel opératoire à faire, est-ce que vous accompagnez aussi sur ces mises à jour-là ou on sera formé sur l'outil pour pouvoir les modifier? Très bonne question. Alors, il y a 2 options. La première option, c'est qu'on vous accompagne au forfait sur la création du manuel opératoire et son implémentation. Donc ça, d'ailleurs, vous pouvez choisir que de la création de manuel opératoire, vous faites l'implémentation auprès de votre réseau tout seul. Sinon, on vous accompagne aussi sur l'implémentation, c'est-à-dire comment on les met à jour au niveau du réseau pour qu'ils intègrent bien, qu'on valide qu'ils soient bien OK en termes des connaissances et des compétences à maîtriser. Une fois qu'on a fait ça, 2 options. Soit on sort et vous êtes propriétaire de ce manuel opératoire et vous avez la responsabilité de tout ce qui suit. Et dans ce cas-là, on vous forme à bien savoir l'utiliser, à savoir le mettre à jour, à avoir les bons réflexes en termes de temps, à quelle régularité vous devez le faire, comment, etc. Soit vous n'avez pas la personne pour s'en occuper en interne ou vous voulez faire confiance à un externe. Et dans ce cas-là, on peut, comme je l'ai dit, passer sur un responsable ou un directeur formation à temps partagé qui, lui, aura cette charge-là. En fonction de l'impact de l'intensité de travail qu'il a, il peut travailler pour vous une demi-journée par mois ou 3 jours par semaine. Hein, ça va dépendre du travail à faire. On peut en garder la charge sans problème. Merci pour la réponse, Mélissa. Avec plaisir. On arrive aux outils. Donc les outils, ça va être extrêmement important de choisir le bon outil pour que votre support soit simple à utiliser, agréable, facile aussi à identifier pour votre cible, pour vos utilisateurs. Donc pour créer les manuels opératoires, moi j'utilise un outil qui s'appelle Notion pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a un enjeu de facilité de mise à jour. Si demain c'est à vous en interne de créer, de mettre à jour votre manuel opératoire, il faut que l'outil qu'on vous met à disposition vous permette très très vite que vous puissiez très très vite le prendre en main et changer les informations facilement. De la même façon, si demain votre responsable outil part vers de nouvelles aventures, il faut que la nouvelle personne qui le remplace extrêmement rapidement puisse prendre la main sur l'outil et faire les modifications nécessaires. C'est pour cette raison que Notion a été choisi. C'est un outil no-code qui est largement aujourd'hui utilisé au niveau international, beaucoup dans le milieu de la start-up, etc., qui permet de faire du management de l'information, comme je vous l'ai montré, avec de l'audio, de la vidéo, des liens web qu'on va intégrer directement dedans. Les mises à jour se font très facilement. Donc ça, c'est le premier choix pourquoi je choisis Notion. Deuxième option, c'est parce que c'est pour le prix. Aujourd'hui, pour un abonnement à 8$ par mois, vous pouvez inviter jusqu'à 250 personnes sur votre manuel opératoire. C'est-à-dire que le coût de l'outil par mois, tant que vous êtes un réseau à 250, il est de 8$. Une fois qu'on est sur un réseau avec plus d'enseignes, il faudra partir sur une option en entreprise et dans ce cas-là, il faut négocier avec Notion en direct. Mais c'est un prix très, très extrêmement avantageux.
Les autres outils, on va retrouver Yorad et Vidyard, qui sont deux outils qui permettent de créer des tutos. Yorad, qui va être plutôt du tuto, du screenshot de vos outils, si vous voulez, suivi d'une description de ce qui doit être réalisé par étape. Vidyard, on va être sur du tuto un peu, du tuto vidéo, qui revient un peu à ce que vous voyez là. C'est-à-dire que moi, c'est du PowerPoint que je vous montre, que je vous projette. Mais globalement, ça ressemble à la même chose. C'est-à-dire que vous allez commenter une page web et puis vous allez avoir votre tête qui apparaît pour pouvoir accompagner de commentaires visuels ce que vous montrez. On a également, en termes d'outils, il va falloir avoir toute une logique autour de la vidéo. Donc, avoir le bon matériel pour filmer, les personnes pour le faire, les personnes pour monter les vidéos, de façon à ce qu'elles soient agréables à lire. On peut également utiliser un outil qui s'appelle Synthesia, qui aujourd'hui va vous permettre, à partir d'un texte, d'avoir une vidéo comment on appelle ça, un avatar via l'intelligence artificielle qui va dire en fait tout le texte que vous avez écrit pour lui. Donc ça facilite quand même les parties un petit peu de présentation assez habituelles. Et enfin, il y a tout ce qui va être création, comme je l'ai dit, des checklists, des petites notes d'attention. Donc là, il y a un pléthore d'outils qui le permettent, mais vous pouvez entre autres le faire via Notion ou monter du développement en interne si vous souhaitez avoir ça en propre. Est-ce que vous avez des questions ici? Non? J'en ai mis une dans les questions. Ouais. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Franchise on Cloud est un bon outil pour exploiter un Manop? Clairement, pas du tout. Le problème de Franchise on Cloud, c'est qu'aujourd'hui, il faut télécharger chacun de vos chapitres qui sont en PDF dans votre espace Franchise on Cloud. Et du coup, ça veut dire que l'utilisateur, il doit rentrer d'abord dans Franchise on Cloud. Ensuite, il doit aller dans la partie liée au manuel opératoire. Ensuite, il doit choisir les chapitres. Ensuite, il va rentrer dans les différents PDF qu'il y a dans les chapitres pour aller chercher son information. Donc, on a beaucoup de chances de le perdre juste pour qu'il arrive jusque-là. Et puis, je le conseille pas du tout. Et puis, au-delà de ça, Franchise on Cloud, c'est pas une super interface, je trouve, utilisateur, un peu désuète. Donc, ça veut dire que quand un franchisé, si vous utilisez Notion, il faut lui donner un accès à Notion pour avoir accès à son manuel opératoire. Exactement. Okay. Exactement. Il aura une appli, en fait. Il a une appli qui est dédiée au manuel opératoire. C'est vraiment leur bible du quotidien. Donc, partout où ils sont, ils ont leur appli pour pouvoir y accéder absolument. Donc, si on est fâché avec le franchisé, quand vous lui coupez des livres, on débranche. Immédiatement. Immédiatement, vous lui enlevez l'adresse email et il n'y a plus accès. Ok. Si vous n'avez plus de questions, on a la chance aujourd'hui d'avoir Laure de Bishop qui est ici présente, qui est une ancienne cliente que je vais laisser se présenter. Laure qui est responsable formation chez Mon Chasseur IMO, qui va vous partager son expérience en à peu près 5 minutes, Laure. Ouais, je vais faire vite. J'ai pris plein de notes, mais je vais essayer de rentrer dans le timing. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis responsable formation chez Mon Chasseur IMO, qui est le premier réseau national de chasseurs immobiliers, avec 180 chasseurs immobiliers indépendants qui sont affiliés au réseau et 40 salariés. Donc pour vous planter le décor, la situation avant qu'on travaille avec Mélissa, on avait déjà beaucoup de contenu de formation, mais qui était complètement éparse. Donc, on avait même pas des PDF, on avait des PowerPoint qui étaient enregistrés sur le Drive, qui étaient enregistrés sur les ordinateurs des uns et des autres, et pire que ça, c'est-à-dire qui étaient souvent remodifiés en fonction des pratiques qui commençaient à se modifier, en fonction des managers, des régions dans lesquelles ils étaient, etc. Donc, il y avait une très forte volonté de faire de la formation, mais c'était assez éparpillé et chaotique sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que fin 2022, Mon Chasseur IMO a fait une levée de fonds de 10 millions avec une réelle volonté de grossir, de passer à l'époque de 150 chasseurs à 1000 chasseurs immobiliers dans les 10 années à venir. Donc, il était vraiment important qu'on puisse se structurer pour mieux grossir.
Et surtout, on a eu cette chance d'avoir un fondateur qui a une très forte appétence pour la formation de son réseau, pour la montée en compétences des plus anciens et pour une rapidité de productivité des plus nouveaux qui intègrent le réseau. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Mélissa a fait un scan extrêmement approfondi de notre contenu, de sa pertinence, de toute notre argumentation commerciale aussi, où on avait un peu du mal à se mettre d'accord sur son évolution. Donc, on avait vraiment besoin d'une intervention extérieure aussi pour cette partie-là. Et elle nous a vraiment accompagnés sur le pilotage du projet pas à pas, avec un suivi hebdo, avec une roadmap extrêmement précise et aussi un accompagnement et un coaching commercial qui a été personnalisé. Moi, j'étais chef d'orchestre, comme l'expliquait Mélissa, mais en interne, donc vraiment ambassadrice dans l'entreprise. D'ailleurs, entre guillemets, pour rebondir sur ce qu'avait dit Philippe, c'est pas une start-up, mon Chasseur et moi, on a 12 ans d'existence, donc c'était vraiment redonner un second souffle et renforcer le socle de la formation. Donc voilà, en synthèse, c'était vraiment un suivi et une méthodologie au cordeau qui nous a été proposée et qui a permis, avec beaucoup de synergie, parce que Mélissa a vraiment mis à contribution absolument toute l'entreprise, que ce soit la direction, les managers, les salariés, et bien entendu tous les indépendants du réseau qui ont été interviewés, qui ont été filmés, voilà, sous différentes formes. Donc, ça a créé vraiment une expérience très fédératrice au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, le manuel opératoire a vraiment été, mais à la date près, livré dans la deadline qui avait été décidée au tout début du projet, et avec voilà, une facilité d'accès pour tout le monde, et puis une formation que Mélissa et moi avons diffusée en région auprès de tous les indépendants. Il a fallu reformer aussi toute l'équipe managériale, parce que là aussi, les pratiques n'étaient pas très uniformes. Donc, il y a eu, on va dire, deux sas de travail à faire pour les indépendants, mais aussi en amont pour les managers, pour qu'on ait vraiment tous le même discours. Donc, les résultats, j'ai encore un petit peu de temps. Tu me dis si je dois... Écoute, il est 24. Si tu as quelque chose à dire, tu peux. Mais sinon, et comme il nous reste 5 minutes, on va peut-être passer sur les questions. J'arrête là, alors. Il y a par contre un truc sur lequel je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Laure, qui est très important, c'est que il faut créer le manuel opératoire, mais en miroir du manuel opératoire, il faut créer un manuel à destination de vos animateurs réseau. Parce que c'est bien de dire in fine ce qu'on attend des franchisés, mais il faut aussi guider vos animateurs réseau sur comment est-ce qu'ils doivent coacher les franchisés, comment est-ce qu'ils doivent identifier ce qui fonctionne ou ce qui dysfonctionne dans le réseau et réagir en fonction de ces dysfonctionnements. Et ça, souvent, c'est pas forcément, c'est souvent une lacune dans les réseaux. Donc, on construit le manuel opératoire pour les franchisés et ensuite à destination des animateurs réseau pour que tout le monde donne le même niveau de service en termes de coaching, en termes de suivi, de validation des attentes et des normes de la franchise. Merci beaucoup, Laure, pour ton témoignage. Une question de Philippe que j'ai vue, le loupé le démarrage de la presse, et donc je n'ai pas compris qui est Skillead. Alors, Skillead, Philippe, c'est une société que j'ai montée il y a 3 ans maintenant, qui accompagne les réseaux vers le succès de 3 façons. La première, c'est la création ou l'optimisation de manuels opératoires. Deuxième, de la formation d'intégration. Et enfin, on met aussi à disposition des réseaux, des directeurs ou des responsables formation à temps partagé en fonction du temps dont ils ont besoin d'eux. Comme je le disais, ce qui nous différencie aujourd'hui au niveau national, c'est qu'on est les seuls à exister de façon spécifique sur le manuel opératoire. Et aujourd'hui, on sait que c'est quand même le nerf de la guerre pour pouvoir donner tout ce qu'il faut, en tout cas, aux franchisés pour bien se développer. Donc, nous, c'est manuel opératoire plus formation derrière pour accompagner le réseau. Quel est le lien avec Progressium, du coup? C'est un partenaire.
C'est un partenaire, donc c'est un partenaire commercial, de lien commercial entre les clients de Progressium et les miens. Ok. Combien de personnes travaillent chez Skilled? Aujourd'hui, il y a 9 personnes qui interviennent sur différentes spécialités. Il y en a qui vont être dédiées à la chefferie de projet, d'autres à tout ce qui va être création de vidéos et plus outils au sens large. Et puis, il y a aussi les personnes qui vont être en charge de la rédaction. Voilà. Donc, il y a toujours chef de projet, rédacteur et responsable outils. Ces personnes travaillent ensemble et sur certains projets, on peut être aussi chef de projet et rédacteur en même temps. J'ai vu une question aussi de Rémi qui me demandait est-ce qu'ils peuvent le télécharger, les franchisés. Sur l'outil, il y a une option qui permet justement que le manuel opératoire ne soit pas téléchargeable. C'est important. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Il est 27. La parole est à vous pour les 3 minutes qui restent.